Pour le prochain 18+, il faut qu'on fasse des plateaux qui déchirent. Ouais. Mais un truc que les gens n'ont jamais vu, c'est la 100e. Ouais. C'est la 100e de classe 18+. Ouais. Il faut faire des plateaux limites qui vont les traumatiser à vie. C'est dans des 10 ans, plateaux ils en parlent traumatisants. encore, ils en parlent à leurs enfants. Ouais. Vraiment, un truc je hallucinant. vois. J'ai négocié avec Seb, Ouais. on a un budget de ouf, j'ai 10 €. Wicked. On n'a jamais eu ça. De malade. Donc du coup, il faut que tu me files des idées. Moi, je peux te donner déjà un peu le contenu. Ouais. On va avoir un RAM sur Blood Rain, Ouais. donc un Retro and Magic spécial 18+, que D'accord. Julien nous a préparé. Ok. On a également la critique de Blood Rain Betrayal, Ok. donc, qui arrive là sur Steam. Ouais. On a également un 3 une pas plus pour parler d'un jeu 3+, donc la meilleure rubrique de No Life. Et on a également la critique de Wolfenstein The New Order. Ok, donc ouais, ok. Et puis donc comme on a d'hab, du les lourd. news. D'accord. T'as des idées pour les J'ai plateaux? des idées de ouf, Thierry, tu vas être sur le cul, ils vont être sur le cul, tout le monde va être sur le cul, peut-être même moi probablement. Metro Redux n'est pas un jeu mais deux. Metro 2033 et sa suite Metro Last Light, remasterisée pour Xbox One, PS4 et PC. Cette compilation sera vendue autour de 40 € en boîte au cours de l'été prochain et les deux titres pourront être téléchargés séparément pour un prix équivalent. Metro 2033, sorti en 2010, profitera de la dernière version du moteur graphique 4A Engine pour proposer un framerate à 60 images par seconde et de nombreux upgrades graphiques liés aux lumières, aux effets spéciaux et aux animations des personnages. Metro 2033 sera dorénavant aussi beau que Metro Last Light, qui lui aussi proposera des nouveautés, parfois à la demande des fans. Des fonctionnalités telles que regarder sa montre ou vérifier l'inventaire par exemple. Toujours d'après 4A Games, la jouabilité a été retouchée avec une IA ennemie boostée, des armes plus réactives et une interface retravaillée. Le contenu du Season Pass Metro Last Light sera également compris dans l'offre, les deux titres profitant de l'introduction de deux styles de jeu, survie avec des ressources limitées ainsi qu'une difficulté élevée, et action qui proposera de nouvelles capacités pour les combats et des ressources plus développées. Quant au mode Hardcore Ranger, il sera bien là pour les deux jeux. Une occasion rêvée donc de découvrir ou de redécouvrir ces deux excellents FPS basés sur le best-seller Metro 2033 de Dmitri Glukovski. If I could have my time again, I would. And then maybe I could become a good man. Après la map The Canyon, téléchargeable gratuitement depuis mi-mai, Killzone Shadowfall accueillera en juin un nouveau DLC payant nommé Intercept. Ce dernier, compris dans le Season Pass ou téléchargeable pour un prix encore non communiqué, est avant tout dédié au jeu coop à 4. Il comprendra dans un premier temps 4 maps, d'autres étant prévues pour plus tard, et 4 classes, Assaut, Marksman, Medic et Tactician. Autre info express, Evolve, le FPS en 4 contre 1 mêlant coop et deathmatch, qui confrontera une équipe de chasseurs futuristes à une énorme créature évolutive incarnée par un 5e joueur, sortira sur PS4, Xbox One et Windows le 21 octobre prochain. Pour rappel, il s'agit du prochain titre des créateurs de Left 4 Dead, qui constituera l'un des titres majeurs du stand 2K Games lors du prochain E3, aux côtés de Borderlands The Principal et Civilization Beyond Earth. La sortie en Early Access du jeu de survie Open World The Forest approche à grands pas. Dévoilé en 2013 via quelques superbes trailers d'ambiance présentant des environnements 3D assez bluffants de réalisme, ce jeu vous placera dans la peau d'un rescapé qui tentera de survivre dans une forêt habitée par une tribu étrange. Créer un abri, des pièges et explorer la forêt et ses grottes seront les conditions essentielles à votre survie. Mais si les créatures qui vous attaquent seront étranges et particulièrement agressives, elles feront également preuve de comportements humains susceptibles d'amener le joueur à se poser des questions sur qui est réellement l'ennemi dans cette confrontation. Un propos qui n'est pas sans rappeler celui du roman culte I Am Legend de Richard Matheson.
Médoc, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis en train d'essayer d'invoquer un démon primordial, histoire qu'il co-anime l'émission avec nous. D'accord. Et c'est du sang? Ouais, si, c'est du sang de kiwi. Il y a plusieurs kiwis qui ont été impliqués dans le process de sacrifice. D'accord. Et ton pentagramme, il est sur une feuille A4, il a été imprimé? Ouais, voilà. On n'avait pas d'autre choix. Ok. Bon, par contre, je vais commencer le rituel, donc si tu veux bien témoigner d'un pas. On sait jamais. Ok. Esh, soirée bonne. Est-ce qu'il y aura moyen que tu nous dépannes d'une cassure invo? Vite fait, histoire qu'avec Thierry, on se mette yimbe. Qu'est-ce que tu dis? Non, parce que je parle en verlan, c'est la langue officielle du satanisme. T'es sûr? T'as checké sur Wikipédia? T'inquiète. Ouais, je sens que ça arrive. Qui ose me dire... Mais non, j'étais en train de faire un coup, là. Et du coup, Mais Médoc, c'est Brian? Ouais, non, mais j'ai merdé quelque part, là, je comprends pas. Mais si ça avait été Cyril, j'aurais buté direct, mais... Voilà, ça, c'est traumatisant, non? Si, c'est bien. C'était Cyril, en fait. Hein. Ouais, comme tu veux. C'était Cyril. Suite au succès planétaire de la série Tomb Raider et de son héroïne, la plantureuse Lara Croft, de nombreux développeurs de jeux tentèrent à leur tour de mettre en scène des personnages féminins dans l'espoir de reproduire la recette découverte par Core Design, avec plus ou moins de réussite. On se souvient par exemple de Johanna Dark, l'héroïne de Perfect Dark, mais on se souvient nettement moins de Rin, la guerrière de Drakan. Un personnage parvint toutefois à sortir du lot, Rain, la tueur de vampires de la série Blood Rain. Avant d'aborder Blood Rain, il nous faut reparler d'un jeu déjà traité il y a bien longtemps dans Retro & Magic, Nocturne. Ce survival horror, développé par Terminal Reality, mettait en scène des chasseurs de monstres appartenant à l'organisation Spook House dans plusieurs scénarios. Dans l'une de ces histoires, il était question du sinistre château Gauchstadt et d'un artefact appelé le Yadgi, le cœur fossilisé d'un ancien vampire supposé conférer la toute-puissance au Nosferatu. Avez-vous entendu parler de la pierre Yasfogyu? Le Yadgi? C'est bien ce que je pensais. Vous en avez entendu parler? Uniquement par les légendes. Il s'agit du Saint Graal du monde des vampires. Au cours de ce chapitre du jeu, le héros de Nocturne, l'étranger, faisait équipe avec Svetlana, une dampire, c'est-à-dire le fruit de l'union entre un vampire et une humaine. Tout de cuir vêtu, Svetlana découpait vampire et loup-garou avec les deux lames fixées sur ses poignets. Nocturne n'ayant rencontré qu'un succès d'estime, Terminal Reality ne parvient pas à convaincre son éditeur, Gathering of Developers, de financer Nocturne 2, où Svetlana était censée devenir un personnage jouable. Toutefois, un autre éditeur, Majesco, se montre intéressé. Majesco demande cependant à Terminal Reality de changer suffisamment d'éléments à son projet afin d'offrir un univers et un gameplay distincts, ceci afin d'éviter tout problème juridique avec Gathering of Developers. C'est ainsi que Spook House devient la Brimstone Society, que Svetlana change de tête et de nom pour devenir Rain, et que Nocturne 2 évolue pour devenir un jeu très différent, Blood Rain. Ravi de te revoir, l'étranger, et encore plus ravi de travailler avec toi. Blood Rain se déroule dans les années 30. Rain est la dernière recrue d'une organisation secrète appelée Brimstone Society, dont la mission est de combattre les forces surnaturelles qui menacent l'humanité. Le joueur la dirigera à travers plusieurs missions tout autour du monde et sera rapidement confronté aux ennemis classiques de cette période, les nazis. En l'occurrence, une division appelée Gegengeist Gruppe, dirigée par Jürgen Wolf, le méchant du jeu. And she's working for that bastard Wolf? La mission du GGG est de collecter toutes sortes d'artefacts mystiques qui assureront la victoire aux Fureurs dans le conflit mondial qui s'annonce.
Parmi ces reliques, la plus puissante est le cœur de Béliard, une pierre magique dont il est lourdement sous-entendu qu'il s'agit du Yadgi de Nocturne. Puisqu'on parle des liens entre les deux jeux, le dernier chapitre de BloodRayne prend place dans le fameux château Gaustadt, désormais forteresse nazie. Ces références restent toutefois de simples clins d'œil, les deux jeux possédant une continuité et un ton bien différents. Si Nocturne était relativement réaliste, BloodRayne n'a pas peur de partir dans le pulp pur et dur. C'est ainsi que l'on affrontera des soldats nazis équipés de jetpacks et même des mechas de combat, que le joueur sera d'ailleurs amené à piloter dans l'un des niveaux. Nocturne était un survival horror, mais BloodRayne est un pur jeu d'action à la troisième personne, nerveux et violent. Si Rain a hérité des lames de poignet de Svetlana, elle se bat également à l'aide d'armes à feu. L'une des grandes réussites du jeu est de combiner de manière fluide les deux types d'attaques, permettant aux joueurs de faire des combos assez jouissifs, Rain découpant et défouraillant l'opposition dans l'allégresse. Rain possède également une chaîne qui permet d'attraper les ennemis à distance, ce qui colle d'ailleurs assez bien à sa garde-robe en cuir moulant tendance sadomaso. Comme son ancêtre Svetlana, Rain est une vampire et possède donc un certain nombre de pouvoirs vampiriques. Elle peut ainsi prendre les ennemis à la gorge pour régénérer sa santé en buvant leur sang. Succomber à la rage pour décupler ses capacités offensives, ou encore utiliser sa vision spectrale pour révéler les ennemis et personnages cachés. Être à demi-vampire n'a pas que des avantages, cela dit, puisque Rain est du coup sensible à la lumière du soleil et à l'eau, dont le contact grignote sa barre de vie. Ces éléments ajoutent un peu de tactique à un titre au demeurant très basique et linéaire. Rain reprend du service 2 ans plus tard dans BloodRayne 2. Plus spectaculaire, plus gore, plus fun, BloodRayne 2 est un bien meilleur jeu que son prédécesseur, malgré une tendance prononcée au mauvais goût et au racolage qui en font une sorte de petit plaisir coupable. Le premier acte du jeu propose ainsi de jouer Rain en tenue de soirée ultra échancrée, tout en découpant en tranches des hordes de sbires qui semblent s'habiller avec les surplus de certains groupes de visual kei. Le tout ponctué par d'outrageuses gerbes d'hémoglobine et autres membres tranchés qui volent dans tous les sens. Au moment de sa sortie, BloodRayne 2 était peut-être bien l'un des jeux les plus gratuitement violents jamais créés. Au moins cette fois, le jeu de mots du titre prenait tout son sens. Côté scénario, BloodRayne 2 commence en 1939, lorsque Kagan, le père vampire de Rain et nazi notoire, attaque le QG de la Brimstone Society. Le carnage ne prend fin que lorsque le mentor de Rain se sacrifie, se faisant sauter avec Kagan à l'aide d'une grenade. Rain jure alors de traquer et d'oxyre tous les disciples de Kagan, et le jeu fait alors un bond de 60 ans dans le futur, propulsant le joueur à l'époque contemporaine. Rain est sur la piste du culte de Kagan, une société secrète vampirique dirigée par la progéniture de Kagan, les propres demi-frères et sœurs de Rain. Bref, ça va saigner. Si BloodRayne premier du nom avait un côté run and gun, ce deuxième épisode propose des combats au corps à corps beaucoup plus développés. Il faudra bloquer et esquiver les attaques ennemies, enchaîner coups de pied, lames et tirs d'armes à feu, et utiliser à bon escient ses pouvoirs vampiriques comme la rage et le ralenti. La chaîne est cette fois-ci beaucoup plus utile puisqu'elle permet de projeter les ennemis dans tous les sens et peut-être au passage se faire empaler, brûler et découper par le décor. C'est même parfois nécessaire pour débloquer des passages. Sucer le sang des ennemis est toujours la clé de la survie, mais avant de pouvoir planter ses crocs dans le cou d'un ennemi, Rain devra parfois le désarmer. Une fois rassasié, Rain pourra achever sa proie de diverses manières, souvent ridiculement sanglantes. Si les armes de tir sont toujours présentes, on sent que leur importance a été réduite et le gameplay recentré sur l'aspect beat'em up. Et ce n'est pas une mauvaise chose car les combats de BloodRayne 2 sont clairement la grande réussite du jeu, au contraire des phases de plateforme qui tapent vite sur les nerfs. Malheureusement, le jeu s'achève par un cliffhanger, et Terminal Reality n'a toujours pas pu donner à la série un véritable troisième épisode. Peut-être que les développeurs ont vu les atroces films que Uwe Boll a tirés de leur jeu et ont préféré en rester là plutôt que lui donner davantage d'inspiration. Il faudra attendre 2011 pour que Rain fasse son retour entre les mains d'un autre développeur, WayForward, dans BloodRayne Betrayal. D'abord disponible uniquement sur XBLA et PSN, le jeu vient récemment de sortir également sur PC. Bon,
pour l'invocation, ça a un peu foiré. Ouais. Et bon, T'as déconné. Ouais, j'ai un peu perdu les pédales à la fin. Mais bon, c'est pas grave. On va rester dans l'occulte, mais l'occulte un peu plus classique. Ouais. Et on va faire la table Ouija. Ouais. Et on va demander aux esprits un truc mais tout con. Quelle est la meilleure émission sur No Life? Donc, tu vois, la réponse elle est un peu évidente. On le sait par rapport aux audiences. Et il n'y a pas de chiffres d'ailleurs sur. Il n'y a pas de 3. Ouais. Ça peut être plus long, mais. Ouais, ce serait juste plus long. Ok. Ça y est. Vas-y. Okay. Esprit, es-tu là? Si tu es là, indique-nous le meilleur programme sur No Life. Comment? X P EXP. Qu'est-ce que ça veut bien? Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, EXP? Ah, mais ça fait du sens parce que c'est le pareil que mon émission en fait. Non, mais mais non, c'est pas possible. C'est le Role-Playing Gang, ça, c'est un membre du Role-Playing Gang. C'est vexant ce que tu racontes, Thierry, là. Ça, c'est super. Je me casse, c'est comme ça. Oh, putain, ça me ferait bien chier que ça soit. Oblivion, c'est toi? Monument de Valley est un puzzle game architectural inspiré des œuvres d'Escher, des estampes japonaises et du minimaliste inhérent au design 3D. Sorti sur iOS début avril, il est enfin disponible sur Android depuis quelques jours. Monument de Valley se joue comme un point and click puisque l'on se contente de déplacer un personnage à l'aide de son doigt en lui donnant un point d'arrivée. L'astuce se situe dans la gestion des environnements, dont le joueur peut manipuler des parties précises afin de faire pivoter des éléments du décor et ainsi créer de nouveaux chemins pour atteindre la sortie. Non seulement ces interactions sont plus ou moins cachées et nécessiteront de la part du joueur quelques tâtonnements, mais en plus, les passages créés se jouent de la géométrie euclidienne pour se rapprocher des tableaux d'Escher et de ses constructions impossibles. Un jeu constant sur les perspectives et les illusions d'optique permet ainsi aux joueurs de se déplacer de manière très originale dans de magnifiques édifices présentés en 3D isométrique. La pertinence graphique et sonore du jeu, les influences précitées et l'exceptionnel travail sur sa direction artistique le hissent au niveau de titres tels que Fez, Journey ou Swords and Sorcery. En téléchargeant Monument de Valley, on accepte une invitation dans un monde étrange et onirique où l'on dirige une silencieuse princesse nommée Ida qui cherche, a priori, à se faire pardonner quelque chose. Elle sera amenée à croiser d'augustes personnages qui lui donneront des conseils cryptiques et le peuple Corbeau qui semble avoir pris possession des lieux. Le scénario du jeu, tout comme celui de Journey, est simplement suggéré, la narration étant, à l'image du projet, à la fois juste et éthérée. Mais Monument de Valley est avant tout un puzzle game doté d'un level design brillant, magnifié par une DA faisant de chaque niveau une œuvre d'art manipulable à souhait. Le jeu est court malheureusement, une dizaine de niveaux pour une durée de vie limitée à 2-3 heures. Il n'est pas non plus gratuit, ni vendu 0,89 €, mais téléchargeable pour environ 4 €. Un prix que l'on peut considérer élevé à l'échelle de sa durée de vie réduite. Mais après une petite dizaine de minutes de jeu, le prix ou la durée de vie de Monument de Valley seront le cadet de vos soucis, car il vous aura happé. À l'image d'un Journey, la notion d'exploration est ici intimement liée à celle d'émerveillement. Le joueur est transporté, il n'est pas rare d'être soufflé par l'élégance inouïe de cette entreprise, à la fois ludique et artistique, qui confirme une fois de plus, si cela était encore nécessaire, que le jeu vidéo est un art majeur. Pour se classer 18+, on a décidé de mettre tout simplement les petits plats dans les grands, c'est la 100e après tout, et donc on retourne en arrière, on rend hommage à nos premiers plateaux, rappelez-vous, c'était dans une cave, et donc avec Jean-Michel et Sylvie, et on a décidé tout simplement, pour rendre hommage à ces vieux plateaux, de tourner dans les catacombes de Paris. Voilà, les catacombes de Paris, Thierry, on les présente plus un haut lieu du tourisme en France. Complètement, Paris. et ça correspond complètement à l'ambiance recherchée dans Classe 18+, et à ce souci d'authenticité qu'on a toujours souhaité pour cette... Ah, excusez-moi, je récupère juste un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? La con qui est venue prendre du PQ. Tu penses que ça tournait encore? C'est diffusé? On devait lancer un truc, plein de mitrailleuse. On va faire comme si on l'avait fait. Dampire, nom masculin, se dit d'un être mi-vampire, mi-humain.
Bien que ces créatures fantastiques aient elles aussi besoin d'un petit shoot d'hémoglobine de temps en temps, il n'est pas rare qu'elles entretiennent une haine profonde envers les semblables de Dracula. Pour des raisons de vengeance, de haine ou de justice, les métis vampires sont en effet souvent amenés à se dresser contre leurs congénères. On pense par exemple au très bourrin Blade, incarné au cinéma par Wesley Snipes, ou au gracieux Alucard, celui de Castlevania, qui combattra toute sa vie son diabolique géniteur. Rain, de son côté, tient plus de Blade que d'Alucard. Même si elle est moins populaire que les deux personnages précédents, l'héroïne de Blood Rain a toutefois eu l'honneur de figurer dans plusieurs comics, jeux vidéo et films au cours des années 2000. Mais pas la peine de vous en dire plus, grâce au Retro and Magic diffusé avant cette critique, tout cela, vous le savez déjà. Il est donc inutile de vous rappeler que côté vidéoludique, la franchise n'a connu que 2 épisodes avant de sombrer dans l'oubli, et il aura fallu patienter jusqu'en 2011 pour que la belle chasseuse de vampires reprenne du service. Pas à l'occasion d'un Blood Rain 3 comme on pouvait l'espérer, mais plutôt à l'occasion d'un reboot en 2D développé par un nouveau studio, WayForward. 3 ans après sa sortie initiale, Blood Rain Betrayal vient d'être adapté sur PC de façon à ce que tous les fans de la chasseuse puissent enfin profiter de ses nouvelles aventures. Cette fois-ci, Rain est envoyée par la Brimstone pour enquêter sur une mystérieuse rumeur de rassemblement de vampires. Durant son périple, elle aura l'occasion de visiter un immense château à l'architecture gothique, de recroiser la route de Kagan, son ennemi juré, et surtout de se gorger allègrement du sang de ses ennemis. Car Rain est avant tout une combattante hors pair. Grâce à la génétique, la chasseuse a hérité des forces et des faiblesses des vampires. Comme eux, elle craint le soleil, mais elle est en contrepartie dotée d'une agilité et d'une puissance surhumaine. Ces 2 qualités seront fortement mises à contribution au cours de l'aventure. En effet, Blood Rain Betrayal est à la fois un beat'em all et un jeu de plateforme, et les 15 niveaux qui le constituent comportent chacun leur lot d'ennemis à abattre, de murs à grimper et de scies circulaires à éviter. Pour se déplacer, Rain dispose ainsi de tout un panel de mouvements. Elle est par exemple capable d'effectuer un saut mural pour atteindre des lieux inaccessibles, un rebond sur la tête de ses ennemis pour éviter de toucher le sol, un saut périlleux arrière lui permettant de prendre beaucoup de hauteur, et un dash qui s'avère vital pour franchir certains obstacles ou esquiver des attaques ennemies lors des combats. Côté combat d'ailleurs, tous les enchaînements s'effectuent avec un seul bouton, les mouvements de l'héroïne changeant et s'adaptant en fonction du contexte. Ce qui au passage se révèle assez frustrant lorsque trop d'ennemis sont à l'écran et que Rain commence à n'en faire qu'à sa tête. Bref, en changeant le timing et la direction du stick, il est possible de faire swinger ses lames de poignet au cours d'une vingtaine de combos et de mouvements spéciaux. Mais les lames ne sont pas le seul moyen de défense dont dispose la chasseuse. Tout comme dans les précédents volets, son style de combat allie arme blanche, arme à feu et pouvoir surnaturel. À tout moment, l'héroïne peut dégainer son flingue pour calmer les ardeurs d'une trop importante vague d'ennemis, aspirer leur sang pour regagner de la vie, ils doivent auparavant avoir été étourdis, ou de façon plus sadique, les infecter avant de les faire exploser. Plutôt jouissif, ce dernier pouvoir est vraiment pratique pour éviter de se faire submerger. Malheureusement, mis à part une nouvelle arme à trouver et une transformation en corbeau à débloquer un peu plus loin dans l'aventure, on déplore que la petite Rain n'apprenne strictement aucune nouvelle action au cours du jeu. La variété, ce n'est pas vraiment le point fort de ce Blood Rain. Malgré son petit prix, ses musiques entraînantes et sa belle réalisation, le reboot de WayForward pêche sur de nombreux points. Beaucoup trop répétitif et linéaire, le jeu offre peu de diversité, aussi bien au niveau des ennemis, c'est à peine si l'on croise plus d'une dizaine d'archétypes différents au cours de l'aventure, de ses combats, tous plus ou moins expédiés de la même manière, la liste des combos étant plutôt courte, ou de ses phases de plateforme, déjà vues et revues des centaines de fois ailleurs. Relativement facile à terminer grâce à des très nombreux checkpoints, Betrayal offre tout de même du challenge lors des boss fights ou dans quelques rares passages nécessitant une parfaite maîtrise des compétences de la chasseuse. Dommage, si ces passages ont été volontairement conçus pour être difficiles, d'autres le deviennent simplement à cause des contrôles trop rigides ou du fait d'un manque de visibilité. Au final, cela fait tout de même beaucoup de points négatifs. Difficile donc lors d'un premier run de se rendre compte de la profondeur du système de scoring du jeu. Car certes, terminer ce Blood Rain en moins de 5 heures est à la portée d'à peu près tout le monde. Mais le finir à 100% avec les meilleurs rangs possibles est une toute autre paire de manches.
Chaque action, combo ou mouvement utilisé est comptabilisé. Et traîner en longueur lors des combats, ou utiliser trop souvent la succion pour regagner de la vie, se traduira systématiquement par un score minable en fin de niveau. En conclusion, Blood Rain Betrayal est un beat'em all bien trop générique et perfectible pour se démarquer de la concurrence. Il n'intéressera que les plus nostalgiques des fans de la Dampire et les joueurs plus acharnés, prêts à faire abstraction de ses défauts pour exploiter pleinement son potentiel. Bon, mais là, c'est la catastrophe. Tous nos plateaux sont complètement foireux, complètement ratés. Vraiment, échec total sur toute la ligne. Par contre, à défaut d'authenticité, ce serait bien qu'on reste cohérent. Et je me suis aperçu que dans nos fausses catacombes de Paris, là, on a tourné avec Jean-Michel, mais pas avec Sylvie. Oh merde! Putain, j'espère qu'elle va pas nous en vouloir. Bah oui. Et bref, en tout cas, il faut vraiment qu'on essaye de sauver l'émission. Ouais. Je pense que c'est encore possible si on trouve une pure idée, un truc qui déchire complètement. C'est clair. Elle est sauvée, et les gens se rappelleront que de ça. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Bon, on a essayé l'invocation du co-animateur démon. Ouais, non, raté. On a essayé la table, le Ouija board. Raté aussi. On a essayé également... qu'est-ce qu'on a essayé encore? Ah oui, on a essayé les catacombes de Paris. Non, c'était foireux ça. Ouais. Il faut quelque chose de plus percutant, de plus malsain. Tiens. Il nous aurait fallu des balançoires, tu vois. Et on aurait fait des mélodies malsaines. Ouais. Et on aurait présenté toute l'émission. Bien sûr, tu tournes la boîte à... On aurait fabriqué les boîtes à musique. On aurait fabriqué une boîte avec un budget comme le nôtre, on aurait pu se permettre d'en acheter une éventuellement, toi. Ouais, c'est vrai. Et on présente l'émission, tu vois, avec la tête un peu tordue, tu vois, 45 degrés. Bah concrètement, boîte à musique, tête tordue, 45 degrés, et déjà on est sur quelque chose là, comme ça. Ouais, voilà. Et puis on regarde, tu sais, tu ouvres grand les yeux, et tu clignes pas. C'est important ça. Conseil d'acting, tu clignes jamais des yeux. T'es un pro en fait au niveau de l'animation. Écoute, en termes de divertissement et satanisme, ouais, je suis en place. Y'a pas mieux. Non, y'a pas mieux là. Ouais, enfin, dans le 11e. Ouais, c'est pas évident. De toute façon, tuer un kiwi ou tuer un chat, c'est pareil. C'est le même. Ouais, parce que le truc, c'est que moi, voilà, j'ai un patrimoine de vaudou. Ouais. J'ai des origines de vaudou. Enfin, j'ai pas ça. Tu vois. Ouais, bah oui. C'est plutôt la Savoie, donc patrimoine raclette à la limite. Ouais, bon, il y a des trucs sales qui se sont faits avec des raclettes. Ah ouais. Wolfenstein The New Order est le dernier volet d'une série initiée en 1981. Si cette saga est avant tout connue pour avoir popularisé et imposé le shooter en vue subjective avec Wolfenstein 3D en 1992, ce n'est pas le seul au fait de celle-ci. Castle Wolfenstein, sorti en 1981 sur Apple II, est ainsi l'un des précurseurs du genre infiltration, tandis que Return to Castle Wolfenstein et Wolfenstein Enemy Territory, sortis respectivement en 2001 et 2003, ont contribué à faire évoluer le multijoueur des FPS en proposant d'autres options que le classique deathmatch. Le dernier volet de la série, Wolfenstein tout court, qui remonte à 2009, lui, n'a pas convaincu outre mesure. Le studio suédois Machine Games, à qui Bethesda et id Software ont confié leur licence, avait ainsi pour objectif de redonner à la série ses lettres de gloire, ce qu'ils ont su faire en partie. En partie seulement car le studio fondé par d'anciens membres de Starbreeze, à l'origine de FPS tels que les Chroniques de Riddick et The Darkness, ont décidé de mettre de côté le multi pour se contenter de créer un titre 100% solo. Machine Games était donc logiquement très attendu sur le versant solo du jeu. On voulait un FPS à l'ancienne, primal, moins assisté que les Call of et compagnie, mais aussi un titre qui embrasse son histoire et sache rendre hommage à une saga clé de notre média. Et plus simplement, on voulait un FPS qui dépote visuellement, ce qui semblait bien parti, Wolfenstein The New Order ayant été développé à l'aide de l'id Tech 5, le superbe moteur d'id Software, déjà utilisé sur le très bon Rage. Si c'est ici qu'ils vous retiennent, je vous trouverai et je vous libérerai. Équipe, comme un père et son fils. The New Order met toujours en scène le fameux BJ Blazkowicz, dont le visage est sans doute l'un des plus emblématiques du genre FPS, avec celui du Master Chief, bien sûr, et de Duke Nukem. Blazkowicz, on est dans la merde jusqu'au cou ici.
Le visage de BJ est en effet situé à côté de la jauge de santé de Wolfenstein 3D et se couvrait de sang lorsqu'il était touché. Un détail auquel Machine Games rend hommage dans les menus du jeu, et tout particulièrement la sélection du niveau de difficulté. Le studio suédois nous avait promis un jeu où le scénario et les personnages ne passeraient pas au second plan, et ils ont tenu parole. J'ai seulement tué du nazi. L'histoire suit le parcours jonché de cadavres de BJ, l'homme d'action par excellence, le prototype du héros de série B dans toute sa splendeur, façon Schwarzy dans Commando. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Pas super malin, mais motivé et compétent, une force de la nature qui n'a pas peur de se salir les mains et semble incapable de mourir. Blessé en 1946, BJ va passer 14 ans dans un semi-coma pour se réveiller en 1960 au sein d'un monde où les nazis ont gagné la guerre et mis à genoux les États-Unis à l'aide de la bombe atomique. Ils se sont rendus. Oui, à cause de... Boum! Il intégrera la résistance et franchira les frontières afin de leur donner les moyens de se soulever. Chers amis, chers camarades, nous y voilà. Cette uchronie est développée au détour de conversations, par le biais d'enregistrements audio, mais aussi à l'aide d'innombrables coupures de journaux que l'on trouvera dans les environnements du jeu et en particulier dans la planque de la résistance. Celle-ci sert de hub entre les missions et permet aux joueurs de se balader, de converser avec les personnages et même de leur rendre de menus services optionnels afin de mieux les connaître. Max n'aime pas la violence. Résultat, si les personnages restent évidemment clichés pour respecter l'ambiance série B qui a toujours fait le sel de la série, on finit par les connaître et s'attacher à eux. Je suis contente de te voir, William. On notera que la campagne propose très tôt deux chemins, en fonction d'une décision difficile que le joueur sera forcé de prendre, sauver Wyatt ou Fergus, qui ressemble d'ailleurs étrangement à l'acteur Hugh Laurie, connu pour avoir incarné le Dr House. Les yeux bien ouverts, Blazkowicz. Cette décision ne changera pas en profondeur le jeu, mais modifie tout de même de nombreuses cinématiques et quelques détails suffisants pour justifier une seconde partie dans un mode de difficulté plus élevé. Le hub abrite aussi un lit un peu spécial sur lequel BJ peut s'allonger pour faire un cauchemar qui ne sera autre que le tout premier niveau jouable de Wolfenstein 3D. Wolfenstein The New Order est un FPS old school pour plusieurs raisons. Déjà, sa barre de vie ne se régénère pas complètement lorsqu'on se met à l'abri, il faudra passer par les bons vieux medikits. En contrepartie, ces derniers peuvent augmenter son niveau de vie bien au-delà des 100, ce qui permet de se surbooster pendant un court laps de temps afin de foncer dans le tas. Les munitions sont également rares, mais BJ peut transporter toutes les armes qu'il veut. Celles-ci sont fun à utiliser, grâce en particulier à un excellent sound design, à un feeling travaillé et aux attaques secondaires que l'on peut obtenir en trouvant des plans qui permettent d'associer automatiquement un lance-roquette à son fusil d'assaut ou un silencieux à son pistolet. Mention spéciale au laser Kraftwerk qui permet de découper de la tôle et des grillages, mais aussi de shooter ses adversaires à l'aide d'un laser que l'on rechargera sur des bornes dédiées. Dernier détail sur les armes, celles-ci peuvent être utilisées en dual wield, y compris les couteaux, afin de doubler sa puissance de feu. Car le joueur peut décider de se la jouer infiltration en éliminant des gradés afin que l'alarme ne puisse être donnée et des renforts appelés. Une dimension sympathique qui renvoie au tout premier Castle Wolfenstein bien sûr, tout autant qu'au FPS de Starbreeze. On notera d'ailleurs que des améliorations se débloqueront automatiquement en fonction de votre style de jeu, celles-ci s'obtenant de manière définitive en remplissant de mini-objectifs. Il n'est donc pas nécessaire de choisir un style de gameplay, c'est le jeu qui s'adapte à vous. Wolfenstein The New Order est un bon FPS qui parvient à séduire par sa simplicité, le soin inattendu apporté à sa mise en scène et ses personnages, la qualité de son moteur graphique, ainsi que la fluidité de son animation. Oui, le jeu tourne en 60 images par seconde sur console, et c'est un véritable plaisir. Il est également très beau, et sa direction artistique séduisante, même si elle peut s'avérer générique par moments. Ceci dit, ce n'est pas la DA qui est ici mise en cause, mais plutôt le choix des environnements, trains, sous-marins, camps de prisonniers, que l'on a déjà pu voir dans d'autres FPS. On appréciera cependant le soin apporté aux détails et en particulier aux animations des PNJ et aux textures. À propos des PNJ d'ailleurs, il est agréable de constater que le doublage est de qualité. Ils pleurent la mort de leurs proches. Je ne peux pas partager leur douleur. Trop poignante. La mienne inonderait les océans. Le level design du jeu alterne entre les zones ouvertes et les couloirs plus scriptés, et si globalement il s'avère relativement linéaire, le joueur ne s'ennuie jamais grâce à un rythme travaillé et à la variété des situations proposées. Si Machine Games ne cherche jamais à révolutionner le genre, il l'approche avec un talent certain, une passion communicative et un véritable amour pour la série. Doté d'une durée de vie avoisinant les 10 heures de jeu, Wolfenstein The New Order est une belle réussite, malgré l'absence notable d'un mode multijoueur et quelques défauts agaçants, comme le fait que l'on soit obligé de ramasser les bonus en les visant avant d'appuyer sur un bouton, ce qui peut s'avérer problématique dans le feu de l'action. C'est vrai ce qu'on dit des nazis.
pas d'orgueil. Et ben voilà, cette 100e touche à sa fin. Donc ce fut de belles aventures. Tout n'a pas forcément fonctionné comme on l'espérait. Ça s'est pas déroulé comme on avait prévu à chaque fois, c'est sûr. Je pense que c'est à cause du budget. On n'avait jamais un budget aussi important, donc du coup on a un peu tout claqué. Bah on a eu là, ça nous est monté à la tête, je pense. Hein. Ouais. Je comprends maintenant ce que ressent Michael Bay sur une de ses grosses productions avec des budgets monstrueux. T'as tendance à vouloir tout faire péter, et au final, parfois ça te pète dans la gueule. C'est ce qui s'est un peu passé sur tous nos plateaux. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une morale à cette 100e de classé 18+. Ouais, c'est, je veux dire, il faut pas courir après le. Au final, je pense que quand tu. Non, peut-être pas en fait. Non, je pense qu'il n'y avait pas de morale. Tu fais que confirmer ce que je pensais. On se retrouve dans 15 jours.